Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là aussi nombreux pour cette deuxième séance de notre rencontre débat. À quoi ça sert de lire ça? Je vous rappelle que cette rencontre débat est organisée par l'AFEF et j'en profite pour vous signaler que l'AFEF a publié lundi dans le Café pédagogique une tribune autour des épreuves, des épreuves de l'EAF, des épreuves du bac, orales et écrit, et appelle à un passage, un basculement en contrôle continu et que une pétition circule, que je vous invite à signer et à faire signer si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous retrouverez tous les éléments, en page d'accueil du site, de la FEF. Voilà, donc je vais, passer la parole à Isabelle Henry, qui a préparé cette rencontre avec Françoise Giraud et qui va vous donner les indications. Simplement une indication auparavant, vous pourrez, poser des questions et prendre la parole en direct. Je vous le dis parce que lors de la première séance, en fait, toutes les questions ont été posées dans le chat, dans Converser, donc pourquoi pas? Mais vous pourrez aussi, demander la parole. Simplement pour, demander la parole ou pour intervenir, je vous demanderai de le faire dans le chat, donc Converser ou discussion selon ce que vous avez sur votre écran, de manière à pouvoir gérer facilement les choses puisque nous sommes trop nombreux pour pouvoir utiliser le lever de main. Voilà, merci et je passe la parole à Isabelle. Alors vous rétablissez votre micro quand vous prenez la parole. Merci Viviane. Donc c'est notre deuxième session sur la lecture qui porte bien sur comment on peut faire entrer les élèves dans les œuvres littéraires, comment faire pour qu'ils les lisent, avec la question sous-jacente de l'actualisation de ces œuvres qui paraissent souvent trop éloignées des élèves. Alors pour cet après-midi, on va commencer d'abord par donner la parole à Sylviane qui n'a pas pu la prendre lors de la première session pour des raisons techniques. Et donc c'est important qu'elle puisse partager avec nous ce qu'elle avait à nous dire à ce moment-là et nous ouvrir aussi des champs de réflexion pour aujourd'hui. Puis, comme lors de la première session, on a eu tout un temps de discussion très intéressant et de questions sur les carnets de lecture, on a eu envie de laisser la possibilité à une collègue de nous présenter son travail. Ce sera le cas donc avec Stéphanie de Rumigny, à qui je laisserai le soin de se présenter tout à l'heure, et qui nous exposera donc le travail qu'elle mène sur des carnets de lecture. Et puis, dernière présentation, une réflexion sur la question de l'adaptation des œuvres littéraires, plus spécifiquement sur les adaptations que l'on peut faire produire aux élèves pour faire entrer en lecture, et on abordera ainsi l'écriture plus créative pour faire lire. Donc là, c'est moi qui assurais cette présentation-là, mais je sais que dans l'assistance, il y a aussi des personnes qui pourront intervenir sur des choses qu'elles peuvent faire sur ces questions-là avec leurs élèves. Voilà. Donc, je vous rappelle le cadre, hein. Chacune, on va intervenir l'une à la suite de l'autre, donc Sylviane, Stéphanie et puis moi. Et puis après, on aura tout un temps d'échange autour de tout ce qui aura pu être présenté et d'autres champs que vous souhaiteriez ouvrir pendant les discussions. Voilà. Et donc, je laisse la parole à Sylviane. Bien, alors j'espère que cette fois-ci tout le monde m'entend bien. Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, je regrette de n'avoir pas pu intervenir la fois dernière pour des raisons toutes simples de microphone. Euh, des interventions que j'ai pour ma part trouvées fort intéressantes. Intervention donc de nos collègues Hélène et Loïc, et interventions qui ont été également suivies d'échanges assez productifs et qui ont mené, enfin nous ont amené ou nous invitent à mener une réflexion autour de la nécessaire mais complexe articulation aménagée entre plaisir, envie de lire, formation des élèves lecteurs, lecture singulière du texte et lecture commune, et j'insiste bien sur le
pluriel de lecture commune, car il s'agit de la lecture des pairs, la lecture du professeur, de la lecture des lecteurs lettrés, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, et articulation d'autant plus indispensable qu'elle concerne aussi l'actualisation et la contextualisation des textes. Et les deux pratiques de classe qui ont été présentées la fois dernière ont montré chacune à sa façon et avec des publics scolaires différents, des lycéens de première et puis des élèves de CAP, eh bien, les deux interventions ont montré qu'il est possible de susciter l'envie de lire, y compris lorsqu'il s'agit d'une lecture imposée par le professeur et a fortiori imposée par les programmes. Ces deux pratiques, donc l'arpentage et l'écriture précédant la lecture, favorisent de toute évidence l'entrée dans la lecture et une certaine appropriation de l'œuvre littéraire, dans la mesure où ce sont bien les lecteurs en tant qu'individus inscrits dans une histoire personnelle, dans une société, en l'occurrence celle du XXIe siècle, et dans une culture commune qui est celle des adolescents d'aujourd'hui, qui sont sollicités. Et donc, en demandant par exemple à ses élèves d'évoquer par écrit un livre personnel sourd de nostalgie, Loïc leur a permis de se rapprocher d'un auteur du XVIe siècle, d'entrer en quelque sorte en communication avec lui par le biais de sentiments humains que tout un chacun est susceptible d'éprouver à un instant T de sa vie, et cela au-delà des siècles et en dépit même d'un usage différent de la langue. En permettant à ses élèves de première de déambuler dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar, de la questionner à partir de leur lecture fragmentaire, Hélène a de toute évidence suscité leur envie de mieux connaître l'empereur Adrien, ainsi que les nombreux personnages et les nombreux lieux qui ont marqué sa vie. Et même si les démarches diffèrent, dans les deux cas, c'est bien un rapport personnel au texte qui a été visé dans un premier temps, afin de faciliter l'appropriation de l'œuvre par les élèves. Mais, comme dans l'une de ces interventions qui ont suivi ces présentations, c'est la conjugaison de l'individuel et du collectif qui a permis aux uns comme aux autres de faire évoluer ce rapport personnel au texte et de comprendre qu'une œuvre du passé, voire d'un lointain passé, pour ce qui concerne du Bellay, peut leur parler d'eux, aujourd'hui encore, et que de fait, elle gagne sûrement à être mieux connue et donc lue, comme par exemple le roman de Marguerite Yourcenar. Alors, je vais revenir maintenant sur la nuance que j'ai apportée là à mon propos. J'ai précisé en effet que les deux démarches présentées en février favorisaient une certaine appropriation du texte et donc de l'œuvre. Effectivement, les choix didactiques opérés par Loïc reposaient sur l'appropriation par ses élèves de CAP de l'objet à la source de la rêverie et de l'écriture poétique de Du Bellay. Les choix didactiques opérés par Hélène visaient à donner l'envie de lire à ses élèves de première un roman par ailleurs fort exigeant. Et les échanges qui ont suivi ces deux interventions ont permis de comprendre que Loïc, contrairement à une démarche mise en œuvre l'année précédente, n'avait pas souhaité apporter à ses élèves des éléments de contextualisation sur la Renaissance et sur l'humanisme. Quant à la séquence d'Hélène sur l'œuvre au programme du baccalauréat, on sait que celle-ci intégrait l'élaboration d'un dossier sur l'auteur et le roman, mais on ignore, et ce n'était pas du tout l'objet de la présentation, on ignore comment les diverses activités proposées, l'arpentage et l'écriture de poèmes portraits par les élèves, comment ces activités ont été articulées avec les séances consacrées à l'élaboration de ce dossier, aux explications d'extraits du roman, aux divers exercices liés à la préparation du baccalauréat. On sait tous en effet combien il est difficile de susciter chez des adolescents l'envie de lire, a fortiori des œuvres imposées par le professeur. Et les deux démarches présentées il y a 2 mois, comme celles qu'expérimentent d'ailleurs bien d'autres enseignants et que vous expérimentez vous-même, montrent qu'il est possible de lever cet obstacle si l'on privilégie une lecture actualisante des textes et des œuvres littéraires. Cependant, un autre obstacle, et non des moindres, demeure.
Comme une collègue chargée de mission pour l'inspection de lettres le laisse entendre sur un site académique en juillet 2020. Je la cite. À propos de la contextualisation, elle pose 2 questions. Comment donner aux élèves une perspective historique de la littérature tout en les engageant dans des lectures authentiques? Faut-il enseigner l'histoire littéraire? Et elle précise que c'est une question qui est en tension. Elle ajoute qu'au niveau didactique, je la cite toujours, d'un côté le travail de contextualisation parasite la lecture actualisante que les élèves lecteurs peuvent réaliser. Elle fait écran à la réception effective du texte, puisqu'une réponse a été apportée avant que le texte ne questionne l'élève. D'un autre côté, l'absence totale de contextualisation empêche la compréhension des inférences culturelles. Et donc, afin d'apporter des éléments de réflexion susceptibles de lever cette tension ainsi signalée, il me semble nécessaire, d'une part, de cerner ce qu'il y a lieu d'entendre par actualisation et contextualisation, au plan tant théorique que didactique, et ensuite, et d'autre part, d'examiner ce que les programmes actuels en disent. Donc, que veut dire actualiser? Qu'est-ce que c'est qu'une interprétation actualisante? Selon les théoriciens, et alors là, mon intervention va être très synthétique sur ce point-là, je veux vraiment aller à l'essentiel. Yaos, il y a plus de 50 ans maintenant, notait que le lecteur ne peut faire parler un texte, c'est-à-dire concrétiser en une signification actuelle le sens potentiel de l'œuvre, qu'autant qu'il insère sa précompréhension du monde et de la vie dans le cadre de références littéraires impliquées par le texte. Ce qui revient à dire qu'actualiser un texte, c'est favoriser la rencontre entre le texte et un lecteur réel, inscrit dans une histoire et une culture singulière. L'actualisation est de fait conditionnée tout à la fois par le lecteur et par le texte. Et j'entends ici par texte les mots, les phrases, mais aussi le contexte personnel, social, historique et culturel dans lequel l'auteur l'a écrit. Et c'est bien la théorie défendue par Gadamer, quelques années plus tard, auquel on doit le concept de fusion d'horizon. Fusion d'horizon entre la conscience de l'auteur et la conscience du lecteur. Selon Gadamer, la signification d'un texte n'est jamais épuisée par les intentions de l'auteur. Intention de l'auteur, n'oublions pas, nous sommes alors en 1976. Compagnon, en 1998, dans le démon de la théorie, explique la thèse de Gadamer, et je le cite. Quand le texte passe d'un contexte historique ou culturel à un autre, de nouvelles significations lui sont attachées que ni l'auteur ni les premiers lecteurs n'avaient prévues. Toute interprétation est contextuelle. De fait, l'interprétation n'est ni plus ni moins un dialogue entre le passé et le présent, entre le passé de l'auteur et le présent du lecteur. C'est bien un processus dialectique entre une question, celle que le lecteur se lit, et une réponse, celle que le texte inscrit dans sa propre histoire. Le texte inscrit dans sa propre histoire lui propose. Cette réponse que le texte apporte dépend donc de la question que nous, lecteurs inscrits dans une histoire et une culture personnelle, nous lui posons. Et cette question, elle varie aussi dans le temps de l'individu, dans notre temps personnel. Lire par exemple Madame Bovary à 15 ans, à 40 ans, à 60 ans, ça n'est pas bien évidemment la même chose. La réponse que le texte apporte dépend aussi de notre capacité à reconstruire la question à laquelle le texte tentait de répondre au moment où il a été écrit. Je vais prendre un exemple tout simple et de lecteur lettré. Lorsque je lis le théâtre de Racine, les questions que je me pose et les réponses que l'œuvre m'apporte sont-elles les mêmes si je suis Lucien Goldman, qui lit Racine à la lumière du marxisme, si je lis Charles Moron à la lumière de la psychanalyse, si je suis Roland Barthes qui lit Racine à la lumière du structuralisme, si je lis Racine parce que je suis professeur et que je dois élaborer une séquence d'enseignement pour mes élèves de première ou de seconde, ou de tout autre niveau d'ailleurs. Enfin, si l'on admet à la suite de Paul Aron et d'Alain Viala que tout fait littéraire est un fait esthétique,
nécessairement sont à prendre en compte les évolutions des façons de ressentir et de juger. Ce que Yaos, quelques années plus tôt, mettait déjà en avant dans son désir notamment de renouveler la conception de l'histoire littéraire. Il écrivait que la réception d'âge en âge impose des concrétisations changeantes. Elle met donc en mouvement une histoire diachronique des interprétations. Et concevoir l'histoire littéraire comme une histoire diachronique des interprétations, c'est l'un des enjeux des travaux d'Yves Citon, notamment dans son ouvrage de 2007, Lire, interpréter, actualiser, pourquoi les études littéraires, dans lequel il précise ce qu'est une lecture actualisante. Il écrit ceci: la lecture d'un texte passé est actualisante alors que, petit a, elle s'attache à exploiter les virtualités connotatives des signes de ce texte. Petit b, afin d'en tirer une modélisation capable de reconfigurer un problème propre à la situation historique de l'interprète. Petit c, sans viser à correspondre à la réalité historique de l'auteur. Petit d, mais en exploitant, lorsque cela est possible, la différence entre les deux époques pour apporter un éclairage dépaysant sur le présent. Il s'agit donc bien de lire le passé à la lumière du présent et le présent à la lumière du passé. Et les travaux des didacticiens s'appuient bien évidemment sur ces fondements théoriques, mais aussi sur une redéfinition tout à la fois de l'interprétation et des interactions qui se jouent dans toute lecture entre auteur, texte et lecteur. Et donc j'en viens aux didacticiens, et là je serai très brève, je vais m'appuyer sur la définition que Jean-François Massol nous offre dans le dictionnaire de la didactique de la littérature, publié en 2020. Il précise: actualiser, c'est donc d'abord rendre actif et résonnant dans notre environnement présent, pour nos subjectivités présentes, un potentiel de signification porté par des œuvres héritées du passé, un passé proche ou lointain. Et il écrit également: la lecture rend contemporain le texte parce que le lecteur prend connaissance, reformule, réagit, interprète avec les mots, les formules, les codes esthétiques, idéologiques, les savoirs, les matériaux de son temps. Toute lecture est donc actualisante, mais favoriser l'actualisation des textes par les élèves, et je dis bien par les élèves, ne peut se révéler efficace qu'à deux conditions. La première condition consiste, comme nous y invite Éric Falardeau en 2003, à lever le flou conceptuel qui entoure la définition non seulement de la compréhension et de l'interprétation, mais également la définition du sens et de la signification. Il faut donc admettre que, et là je le cite, que la compréhension correspond à la stabilisation de l'interprétation. Non plus un point de vue sûr, mais une interprétation supposée admise et partagée. Cette stabilisation de l'interprétation, par définition inscrite dans le social, nous l'avons donnée sens, parce qu'elle participe d'une nouvelle compréhension. Aussi, sans cesse, le sens est-il appelé à se transformer à la lumière des nouveaux interprétants qui le nourrissent. Son caractère consensuel naîtra de la mise en discours des interprétations successives qui tendent, à mesure qu'elles sont confirmées, à se cimenter autour de certaines significations et à se muer en explications de texte. Et il ajoute que l'interprétation passe obligatoirement par une confrontation sociale qui lui conférera sa légitimité. Elle est l'actualisation d'une signification par un sujet au sein d'une communauté, dans la mesure où elle participe à la sémiosis ininterrompue. Donc ça, c'est une première condition. C'est bien définir les termes compréhension, interprétation, sens et signification. Seconde condition, ne pas renoncer à toute contextualisation historique. Il s'agit donc de confronter les significations proposées par des lecteurs adolescents d'aujourd'hui, des lecteurs en formation, de fait, au sens établi, au sens admis, et j'emploie le mot sens au pluriel. Et le pluriel est important, car il s'agit bien des sens admis aujourd'hui et autrefois, y compris lors de la réception
première de l'œuvre, c'est-à-dire lors de la réception faite par des lecteurs inscrits dans le contexte d'écriture de l'œuvre. Lit-on, reçoit-on, par exemple, aujourd'hui, les fleurs du mal comme elles furent lues et reçues au moment de leur publication? Vous connaissez la réponse, bien sûr. De fait, contextualiser, oui, mais après avoir contextualisé, afin précisément de lever la tension signalée par la collègue et que j'ai rappelée tout à l'heure. Alors, que nous dit l'institution à ce sujet? Selon l'institution, je prends ici les programmes du cycle 4 de 2015 consolidés en 2018. Élaborer une interprétation des textes littéraires, c'est 1. Formuler des impressions de lecture, 2. Percevoir un effet esthétique et en analyser les sources, 3. Situer une œuvre dans son contexte pour éclairer ou enrichir sa lecture. Et il est crucial de respecter l'ordre selon lequel ces diverses compétences, puisque c'est ainsi appelé, sont listées, ce que les instructions d'ailleurs ne soulignent guère. Alors je vais traduire le texte programmatique. Interpréter un texte littéraire, c'est tout d'abord se positionner comme un lecteur singulier, un sujet lecteur à la condition de ne pas réduire bien évidemment la subjectivité aux réactions psycho-affectives et de définir très clairement ce à quoi le terme impression renvoie, ce que l'institution ne fait pas là non plus. Puis, c'est être ensuite capable de percevoir et de verbaliser les effets que la lecture du texte produit sur moi, lecteur, pour en analyser ensuite les sources possibles dans le texte en convoquant quelques notions d'analyse littéraire et procédés stylistiques. Et enfin, éclairer, enrichir, je reprends les verbes employés par l'institution, éclairer, enrichir cette lecture actualisante par la contextualisation du texte et ou sa mise en relation avec d'autres œuvres littéraires et artistiques, et je me permets d'ajouter avec d'autres réceptions du texte, avec des réceptions antérieures à celles proposées aujourd'hui par des lecteurs différents, inscrits dans des histoires et des cultures différentes. Pour les programmes de lycée de 2019, ceci nous assigne à l'enseignement de la littérature, plus précisément du français au lycée, 4 finalités, je vais en retenir 3. Une, qui est la suivante, faire lire les élèves et leur permettre de comprendre et d'apprécier les œuvres de manière à construire une culture littéraire commune, ouverte sur les autres arts, sur les différents champs du savoir et sur la société, et cela passe par l'acquisition de connaissances solides dans la discipline, notamment dans les domaines de l'analyse littéraire et de l'histoire littéraire. Autre finalité, structurer cette culture littéraire commune en faisant droit à la sensibilité et à la créativité des élèves dans l'approche des formes, des œuvres et des textes, mais aussi en faisant toute sa place à la dimension historique qui permet de donner aux élèves des repères clairs et solides. Troisième finalité, former le sens esthétique des élèves et cultiver leur goût en favorisant l'appropriation de leur lecture et en renforçant leur capacité d'analyse et d'interprétation. Une remarque s'impose ici. L'institution insiste sur la nécessité d'articuler sensibilité, créativité des élèves, appropriation de leur lecture et culture commune, capacité d'analyse, histoire littéraire. Mais une question demeure, comment ménager cette articulation? Et c'est ce dernier point que je vais examiner et c'est un point effectivement crucial. J'ai donc présenté de façon très synthétique les évolutions tant théoriques que didactiques susceptibles de conduire à une lecture informée des programmes actuels. De toute évidence, si l'on veut ménager une articulation efficace et efficiente entre les diverses orientations institutionnelles que je viens de rappeler, cela requiert des déplacements conceptuels et pragmatiques. Alors lesquels? Admettre tout d'abord que l'interprétation est l'actualisation d'une communication à un sujet au sein d'une communauté et qu'elle passe obligatoirement par une confrontation sociale qui lui conférera sa légitimité. C'est admettre également que le sens d'un texte est appelé à se transformer sous l'influence de significations dont chaque lecteur investit le texte
en fonction de son expérience individuelle, de sa culture, de ses déterminations socio-historiques, mais aussi psycho-affectives. Ce qui revient à admettre que le sens d'un texte est pluriel et que se construire un jugement critique autonome passe par la confrontation de son interprétation actualisante au sens admis lors de la première réception du texte, mais aussi lors des réceptions ultérieures, par des lecteurs plus ou moins lettrés, des lecteurs adultes, mais aussi des lecteurs en formation. Il vient également à reconnaître que l'un des enjeux de la lecture littéraire, c'est précisément de mettre au jour ce point de tension entre les sens établis et les significations en voie de légitimation du texte. Ce qui revient à privilégier un espace et un temps. Espace et temps dédiés à la confrontation entre pairs, entre lecteurs en formation et lecteur lettré qu'est le professeur, mais aussi entre lecteurs d'aujourd'hui et lecteurs d'hier. Et c'est, comme nous y invitent dès 2005 Paul Aron et Alain Viala, rompre avec la vision d'une histoire littéraire conçue comme un empilement empirique de biographies d'auteurs, de sources, d'influences, comme une succession linéaire d'écoles. Et enfin, c'est comme nous le faisons aujourd'hui grâce à la FEF, réfléchir conjointement, praticiens, formateurs, chercheurs, aux modalités selon lesquelles il est possible de gérer de façon pragmatique l'articulation entre différents couples. Certains émaillent désormais les instructions officielles sans être toujours clairement définies. Ce sont par exemple les couples sens-signification, subjectivité-objectivité, impression, réaction, émotion et analyse, mise à distance, connaissance. Mais aussi les couples suivants, lecture actualisante, lecture contextualisante, tels que je viens de les définir. C'est aussi le couple expérience sensible et examen critique, en d'autres termes, cognition et émotion. C'est aussi le couple formation de lecteurs critiques et autonomes et pression des examens. Pression des examens qui, bien évidemment, a une influence importante sur la gestion du temps scolaire. Et je terminerai par justement faire un rappel d'un passage de la tribune de l'AFEF, tribune dans le café pédagogique que Viviane nous a rappelé tout à l'heure. Il est écrit ceci: c'est bien là la conception même de l'enseignement littéraire qui est en question. Pourquoi enseignons-nous la littérature? Pour donner aux élèves un vernis culturel en leur faisant retenir des noms d'auteurs, d'œuvres, situer des courants du passé. Rien de tout cela n'est inutile, mais cela ne conduit nullement à une appropriation littéraire qui suppose d'entrer dans les œuvres, d'échanger avec elles, de les réinventer, de les prolonger. Et il me semble que c'est par un travail collaboratif entre praticiens, formateurs, chercheurs, mais aussi représentants d'institutions, c'est-à-dire en fait les inspections académiques, que l'on pourra et que l'on peut, car je sais que nous savons tous que des initiatives locales sont tout à fait prises dans ce sens. C'est ainsi que l'on pourra résoudre de façon pragmatique la fameuse tension évoquée par la collègue et que j'ai rappelée donc au début de mon propos, mais aussi vécue au quotidien par de nombreux enseignants, et je sais que vous le savez tout comme moi. Je vous remercie et nous allons échanger tout à l'heure au sujet de cette intervention. Merci beaucoup pour cette intervention très riche. Voilà. Je vais donner la parole à Stéphanie Derumini pour qu'elle nous parle de ses carnets de lecture. Donc Stéphanie, je vais vous laisser vous présenter et puis nous exposer votre travail. Oui, bonjour, merci beaucoup. Stéphanie Derumini, moi je suis professeure de lettres dans un lycée du 93 à Noisy-le-Grand depuis maintenant 6 ou 7 ans. Voilà, et donc je vais vous présenter un petit peu ce que je pratique avec mes élèves concernant les carnets de lecture que j'ai commencé à mettre en place en fait quand je suis arrivée au lycée. Je ne le pratiquais pas du tout au collège.
Et au lycée, j'ai eu envie de changer un petit peu mes pratiques de lecture et surtout de compte-rendu de lecture, c'est-à-dire comment voir les élèves en train de lire et comment avoir un petit peu accès à ce qui se passait en eux quand ils étaient en train de lire des œuvres, soit cursives, soit aussi dans le cas des œuvres intégrales. Alors, je regarde si je peux. Bon, je ne peux pas faire de partage d'écran. Si, je dois falloir que je le. Oui. Que je le... Après, je peux faire sans aussi, hein, si. Normalement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'autorise. Je sais pas, je ne sais plus. Bon, mais c'est pas grave, sinon je vais. Voilà, c'est ça. Plusieurs participants peuvent partager simultanément. C'est bon. Après, ce Ça qui est marche? sur les carnets. Et donc, au départ, c'est vrai que ce carnet de lecture, il était plutôt vécu comme une autre façon de rendre compte de sa lecture que dans des évaluations ou des retours sur la lecture. Et mes élèves avaient le droit de le présenter aux oraux du bac, puisqu'on parlait justement du lien avec les demandes institutionnelles. C'était un support qu'ils pouvaient tout à fait présenter pendant la partie entretien avant la réforme. Et donc, j'étais ravie d'apprendre il y a 2 ans que les carnets de lecture étaient autorisés pour les oraux du bac. Et quelques mois plus tard, j'ai déchanté, mais comme on pouvait prendre les œuvres et les annoter, je me suis dit qu'à cela ne tienne, on va faire rentrer le carnet de lecture directement dans l'œuvre. Et bon, finalement, pour apprendre donc cette année qu'il n'y avait même plus d'œuvres concrètement à présenter. Mais ça m'a quand même permis d'évoluer aussi sur ce que j'attendais dans ces carnets. C'est-à-dire que passer d'une sorte de mémoire externe, c'est-à-dire ce qu'on a réfléchi sur l'œuvre, et ça pouvait être aussi des liens avec d'autres œuvres d'art, avec des écrits un peu plus argumentatifs, c'est devenu finalement un matériau pour pouvoir penser, pas simplement l'évaluation, le contrôle de lecture, mais aussi pouvoir construire vraiment sa façon de lire, de se construire en tant que sujet lecteur. Et plutôt que d'être la mémoire d'une œuvre, j'essaye de le faire devenir en tout cas une mémoire de lecture vivante. Et c'est vrai que le fait que cette année, les élèves n'aient plus du tout l'œuvre, le carnet prend aussi un autre sens, puisqu'il il va permettre aux élèves de revenir, quand ils vont choisir l'œuvre qu'ils vont présenter, il va permettre aux élèves de revenir sur comment ils ont vécu leur lecture et s'appuyer justement sur ce vécu de lecture pour pouvoir faire la présentation d'une œuvre qui ne sera pas simplement la lecture d'un résumé, puisque l'écueil avec les élèves, c'est vraiment celui-là dans le carnet de lecture, c'est comment passer d'un résumé à des impressions ou en tout cas une réflexion sur l'œuvre. Donc j'ai choisi là pour ces quelques minutes de présentation de prendre, de pas forcément présenter un carnet de lecture complet sur une œuvre, mais plutôt différents moments dans le carnet. Ce qui me semble important, c'est de se servir du carnet déjà comme un lieu de rencontre. Déjà un lieu de rencontre avec l'œuvre à lire, bien évidemment, avec tout ce travail qu'on peut mettre en œuvre pour aider les élèves à entrer en contact avec cette nouvelle œuvre qu'on leur impose. Quand même, la plupart du temps, même s'ils peuvent avoir quelquefois le choix dans une liste. Et c'est donc leur laisser la parole après la lecture d'un incipit, simplement 2 premières pages, de leur laisser les laisser s'exprimer sur pourquoi ils auraient choisi cette œuvre-là, de créer des horizons d'attente et de les faire noter de façon à pouvoir y revenir ensuite avec eux. Et c'est vrai qu'on se rend compte que dans ce premier lien avec les œuvres, on va déjà trouver des éléments qui vont permettre de travailler plus ce qui est attendu par l'institution aussi en termes d'études d'œuvres intégrales, de commentaires littéraires, puisque certains élèves vont déjà très rapidement insister sur le côté
du genre, sur le côté esthétique, sur le style aussi de l'auteur. Donc ça, c'est ta première rencontre. C'est la rencontre aussi avec les attentes de l'enseignant, puisque le deuxième écueil, il me semble, pour les carnets de lecture, c'est comment on apprend aux élèves à utiliser justement ce carnet de lecture qui n'est pas du tout rigolo pour eux. C'est un outil qui peut être très douloureux aussi. On leur demande de lire, surtout les élèves les plus en difficulté, on leur demande de lire et en plus, on leur demande d'écrire pendant leur lecture. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me semble très important au début de l'année de seconde. Alors là, je vais parler pour le lycée, de travailler avec eux pour leur montrer exactement ce qu'on attend et ce à quoi le carnet va leur servir. Donc je privilégie toujours au début de l'année en seconde un travail autour de 2 nouvelles de Maïssa B. Parce que c'est des nouvelles qui sont un peu résistantes quand même pour des lecteurs experts, et que c'est une autrice dont je suis tombée littérairement amoureuse, un véritable coup de foudre littéraire. Donc ça me fait plaisir aussi de partager ces œuvres-là avec les élèves. Et je leur demande donc, je leur dis ce que j'attends dans ce que j'appelle les pauses lecture. C'est-à-dire que ça va être un invariant pendant toute l'année scolaire dans le carnet, où ils ont à faire 3 pauses lecture. Et ces 3 pauses lecture, ça va être ce que j'ai compris, pas compris, ce que j'ai aimé, ce que je n'aime pas, quel est le personnage préféré, à quoi ça me fait penser, quelle couleur, quelle œuvre d'art aussi on peut associer. Donc vraiment ce que j'imagine pour la suite. Je leur demande de faire des hypothèses. Et ces questions-là, elles vont être quelque chose qui va suivre en fait toutes les lectures des élèves. Je ramasse leur carnet. On le fait en classe. C'est une nouvelle, on peut tout à fait le faire en 1 heure en classe. Je ramasse les carnets et ensuite je fais un retour avec eux. C'est-à-dire que je leur montre déjà différentes façons de tenir son carnet. Certains vont être très scolaires, mettre le petit 1, ce que j'ai compris, 2 points. D'autres vont mettre des petits cœurs, d'autres des étoiles. Certains vont écrire de façon complètement éclatée sur la page. D'autres vont faire des sortes de cartes mentales pour rendre compte. Et je trouve que c'est important de montrer ces différentes façons aux élèves parce qu'ils vont pouvoir s'en saisir ensuite. Et selon l'œuvre, ce qu'on se rend compte, c'est selon l'œuvre qu'ils vont lire, ils vont utiliser une ou une autre façon de rendre compte de leur œuvre. Fois. C'est une façon de lire aussi sans avoir son carnet à côté de soi forcément. On utilise les post-it pour relever ses idées, on les colle ensuite dans le carnet de lecture, quitte à les commenter. Aussi, c'est une façon qui fonctionne bien. Petit écueil que j'ai remarqué, c'est ce que j'ai compris, ce que je n'ai pas compris. Voilà, il faudrait le reformuler parce qu'on tombe dans le résumé assez rapidement, en particulier pour le j'ai compris. Donc voilà, donc je l'ai enlevé de mes formulations, mais c'est vrai que je cherche encore une formulation plus qui fonctionnerait mieux, en tout cas qui permettrait aux élèves de comprendre mieux ce que je dis. C'est aussi une rencontre donc avec l'heure, avec les attentes de l'enseignant et avec un texte littéraire qui est compliqué. Les nouvelles de Maïssa B, moi, elles m'interrogent encore. Elles m'interrogent encore, donc c'est vrai qu'on peut vraiment entrer dans une discussion avec les élèves. Et pour ceux qui n'auraient pas du tout compris, ça me permet moi aussi en tant qu'enseignante de voir comment les élèves s'expriment, parce que je le disais au début, ils doivent écrire dans leur carnet. Et quelquefois, la lecture se fait, mais l'écriture pose des difficultés. Et je trouve intéressant de piocher dans les différents carnets des formulations de leur subjectivité pour essayer de voir avec eux comment on peut affiner, comment on peut passer de j'ai aimé le style de l'auteur parce que je sais pas, je les ai plus sous les yeux là. C'est bien écrit, par exemple. Bon, c'est bien écrit, finalement, c'est pas assez précis, c'est pas ce qu'on attend au lycée. Et donc ça, c'est important de leur dire que c'est pas faux dans ce qu'ils ont pensé, mais qu'on va leur apprendre, on va leur donner des mots
pour qu'ils puissent justement développer cette pensée-là. Et on voit bien dans les carnets de lecture qu'entre le premier travail sur Maïs Abbé et les lectures que l'on fait aujourd'hui, ils avaient à lire Pauline d'Alexandre Dumas et ensuite ils ont lu un roman policier. On voit bien dans la façon dont ils se sont appropriés cet outil-là que voilà, leur pensée est en train de se densifier, de se complexifier. L'écriture devient de moins en moins difficile et ils ont compris également que le carnet de lecture, c'était un lieu où ils pouvaient s'autoriser à penser, même s'ils avaient l'impression que c'était pas ce qu'on devait faire à l'école, parce qu'ils viennent aussi avec ces représentations-là, ce qu'on a le droit de dire ou pas sur une œuvre. Donc ils peuvent dire qu'ils n'ont pas aimé, ils peuvent dire qu'ils trouvent ça finalement pour porter un regard qui est plutôt négatif. Et le carnet leur permet aussi de, comment dire, j'ai perdu le fil de ce que je voulais, oui, de dire leur frustration. Parce que souvent, ils sont très frustrés, ils voudraient comprendre tout de suite. Et ils n'aiment pas parce qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, dans les romans policiers, c'était flagrant. Je n'aime pas parce que je ne comprends pas pourquoi, qui sont les personnages, quels liens ils ont entre eux. En fait, ils voudraient presque que ça leur soit tout donné. Et ça permet ensuite de revenir sur ces frustrations et de réfléchir sur finalement, est-ce que c'est pas le style aussi de l'auteur sur lequel on peut revenir? Est-ce que ça participe pas du genre? Est-ce que ça participe pas non plus de ce plaisir de la lecture? Et quand dans les carnets, à la fin, ils mettent en gros point d'exclamation, oui, ça y est, j'ai compris, ou le, le, le romancier, l'auteur m'a bien eu. Je me suis fait avoir. Le titre, c'était une blague. Et je suis tombée dedans. Pourtant, je savais que la blague, que le titre, c'était important, mais là, je ne m'y attendais pas. Ou l'auteur a bien écrit, il m'a laissé, il y avait une formulation qui était, je vais essayer de la retrouver rapidement, une formulation sur un roman, c'était sur un roman policier. Alors, je vais retrouver, où l'élève disait qu'il s'était fait avoir par l'auteur et que l'auteur, et c'est là que ça me semblait intéressant, l'auteur lui avait donné toutes les clés pour pouvoir comprendre ce qu'il... pouvoir comprendre le texte et que lui ne l'avait pas, c'était un élève, l'élève ne l'avait pas. J'ai aimé 100% du livre. L'auteur donne toujours des indices jusqu'à frôler la vérité, puis nous abandonne. À la fin, dans ma tête, je me suis dit, je suis débile. J'avais toute la vérité à portée de main. Donc voilà, donc on se rend compte qu'on a aussi comme ça un rapport de l'élève à ce qu'il est en train de lire et à son positionnement de lecteur qui devient intéressant. Et je vois que l'heure tourne. Aussi, je n'ai pas regardé à quelle heure j'avais commencé. Je pense qu'il doit rester 2-3 minutes peut-être là-dessus. Et ce qui me semble intéressant aussi, donc là, c'est vraiment le plaisir de la lecture et puis le challenge que ça représente et d'exprimer ce que l'on pense. Et ça permet aussi de développer une acuité, je trouve, intellectuelle sur les textes, qui est nourrie de ce qui se fait en classe, puisqu'ils vont ensuite, les élèves, s'appuyer sur toutes les analyses ce que nous, on va leur apporter en termes d'outils d'analyse. Et on va pouvoir s'appuyer sur leur carnet de lecture pour pouvoir justement entrer dans une analyse qui est attendue institutionnelle, que ce soit pour le commentaire, pour la dissertation, pour l'essai aussi, pour les STMG, puisque ils vont avoir besoin d'arguments, ils vont avoir besoin aussi de tout un vivier d'arguments, d'exemples qu'ils maîtriseront assez pour pouvoir s'en servir ensuite de façon authentique dans leur travail. Voilà, donc c'est vrai que le carnet de lecture, c'est un outil que j'affectionne beaucoup parce qu'il est protéiforme,
parce qu'on peut lui donner, on peut l'adapter, on peut avoir une base qui serait qui est les pauses lecture, qui va permettre de voir l'élève en train de lire, et ensuite, selon le livre que l'on est en train de lire, privilégier telle ou telle contrainte, que ça soit parce qu'on va vers une contrainte d'écriture, que ça soit parce qu'on va vers une contrainte de lecture. Par exemple, sur Oh les beaux jours de Beckett, les élèves ils ont listé les objets que Winnie sortait de son sac, ils ont listé ses sujets de conversation, ils se sont fait des post-it sur le tragique de la condition humaine. On a mis le tragique, le rire, le langage qui dysfonctionne. Et ça permet après d'avoir vraiment un outil dans lequel on peut travailler, enfin, avec lequel on peut travailler, qu'on peut modeler et sur lequel on peut revenir. Et ça, c'est mon prochain challenge, c'est-à-dire de revenir, de faire en sorte que les élèves reviennent sur leur carnet de lecture, les relisent vraiment attentivement euh, après l'étude de l'œuvre pour pouvoir mesurer finalement la distance entre les deux. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie pour cette intervention vraiment intéressante. Merci. Merci. Alors, je vais terminer, je vais essayer de ne pas dépasser les 10 minutes, parce qu'il me semblait important aussi d'aborder une question pour en faire entrer les élèves dans la lecture, la question de l'adaptation, parce que c'est une vraie question qui se pose. On est plein de possibilités d'utilisation, d'adaptation des œuvres, et quand le programme est dense, exigeant, ça peut être une piste. Alors, juste pour contextualiser mon intervention, moi, je suis en temps plein à l'INSPE depuis 5 ans, mais j'ai enseigné 22 ans dans le secondaire et j'étais formatrice en temps partagé. Donc là, je ne travaille plus qu'avec des étudiants qui sont soit en 3e année de licence de lettres et qui veulent se diriger vers un master MEF, premier ou second degré, et également donc des étudiants de master M1 et M2, dont certaines sont présentes cet après-midi, qui ont le CAPES ou qui le préparent. Et voilà, donc que je continue de former en didactique. La question de l'adaptation, je vais l'aborder, alors on pourrait l'aborder de 2 manières, il y a 2 angles possibles, celui de la lecture, c'est-à-dire quel choix d'adaptation cinématographique, bande dessinée, réécriture, autre, pour faire rentrer dans l'œuvre et accompagner la lecture. Ce n'est pas cet angle-là que je vais vous présenter, c'est l'angle de l'écriture. C'est dans quelle mesure faire produire une adaptation d'une œuvre littéraire peut aider à faire lire cette œuvre, et en quoi un projet d'écriture, de réécriture d'une œuvre peut devenir une motivation à la lecture et à travailler l'interprétation de cette œuvre. Donc, c'est plus ce travail-là que je vais vous présenter, qui a été mené, qu'on mène depuis 2 ans avec une collègue, à la fois en licence et en master, notamment pour les futurs professeurs des écoles. Donc, c'est dans le cadre de leur formation didactique, on essaie, nous, de leur faire vivre des dispositifs qu'ils pourraient tester après en classe, mais qu'ils les éprouvent eux-mêmes pour qu'on puisse en discuter et poser ce que ça crée comme posture chez les élèves, chez les enseignants, etc. Alors, vous allez vous dire que c'est un peu éloigné du secondaire ou du premier degré, mais malgré tout, ça reste des choses qui sont vraiment transposables. Moi, j'ai beaucoup fait faire ça à mes 6e, par exemple, de leur faire réécrire l'Odyssée ou réécrire des contes pour qu'on aille les raconter à des élèves de primaire, qu'ils puissent les présenter à des élèves de CM2, etc. Donc, il y a vraiment l'idée d'une transposition didactique possible, là, pour le coup, entre ce que je vais vous présenter et puis avec des étudiants, donc des tuteurs qui sont prêts, mais qui sont toujours en formation quand même. Ils ont encore besoin d'être formés. Le choix du roman sur lequel on a travaillé, sur lequel porte cette réécriture, c'est Notre-Dame de Paris. On avait fait ce choix avec ma collègue au moment de l'incendie de la cathédrale, qui avait suscité beaucoup d'émotions et surtout qui avait suscité un grand regain des ventes du roman, ce qui nous avait aussi amené à nous demander si cet intérêt était aussi celui de nos étudiants et ce qu'ils connaissaient du roman. À vrai dire, pas grand-chose. Ils connaissaient l'histoire de manière indirecte, bien souvent par l'adaptation Disney, qui est une adaptation très, 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 très libre du roman, par la comédie musicale, mais très peu en fait par la lecture du roman, intégrale quasiment pas, il y en a 1 ou 2, et puis des extraits parfois, soit parce que des extraits ont été travaillés au lycée, soit parce qu'ils ont eu l'occasion d'en lire, mais rarement par l'œuvre originelle. Pourquoi le choix de faire écrire ce roman ?
D'abord parce que c'est un roman qui est soumis à de très nombreuses adaptations lui-même, hein, donc je viens d'en parler, mais il y a aussi un ballet, il y a des films, des bandes dessinées en grand nombre. Et donc la question de l'adaptation et de l'auteur qu'on est quand on adapte une œuvre, qui est aussi une œuvre de lecteur en fait, hein. L'adaptation, c'est une œuvre de lecteur. Ça nous semblait intéressant de leur faire vivre aussi cette position-là, puisque adapter, c'est aussi proposer une interprétation personnelle qui va être liée à sa propre réception, à son contexte aussi personnel et sociétal, etc., comme l'a dit Sylviane tout à l'heure, qui doit aussi prendre en compte le contexte de production initiale de l'œuvre, mais qui nous oblige finalement à réfléchir à ce qu'on peut encore transmettre de cette œuvre dans notre époque. Et puis, ce roman, c'est aussi quelque part un roman d'actualisation, puisque c'est le Moyen-Âge vu par Victor Hugo, c'est sa réécriture aussi du Moyen-Âge, la vision qu'il veut faire partager au 19e, un Moyen-Âge qui va être vivifié, qui est glorifié par l'époque romantique, mais donc qui est une vision aussi décalée, qui pose bien ce que c'est finalement que l'actualisation. Alors évidemment, pour écrire une œuvre, il faut la lire. On ne peut évidemment pas leur demander à des étudiants de réécrire quelque chose qu'ils n'ont pas lu. Mais étant donné la densité du roman, on a procédé à l'arpentage du roman. Donc je ne vais pas revenir sur ce dispositif qu'Hélène nous a présenté la dernière fois, mais voilà, on s'est inspiré de son travail. Et donc, pendant l'arpentage, chaque étudiant devait remplir un document qui était partagé avec tout le groupe. Et donc, chacun devait indiquer ce qu'il était en train de lire, le chapitre qu'il lisait, quel personnage était présent, devait produire un résumé et devait procéder à une collection de citations dont on verra qu'elles vont servir justement pour le travail de réécriture. C'est ce document qui sert de fondement initial à la réécriture, puisque c'est là que sont consignés tous les éléments qui vont servir dans un premier temps de point d'appui pour faire les choix de réécriture. Donc, tout le monde remplit le document, tout le monde a accès à ce document et tout le monde peut aussi intervenir dans ce document, c'est-à-dire que quand on va lire ce que les autres étudiants ont écrit pour les résumés, par exemple, si on a l'impression que quelque chose n'est pas clair, on peut interroger l'étudiant, mais on peut aussi aller lire le chapitre en question. C'est ce que beaucoup d'étudiants ont fait quand ils trouvaient que c'était pas suffisamment clair ou qu'au contraire, ce qui avait été écrit leur donnait envie d'aller lire ce chapitre qu'ils n'avaient pas lu. Et ils pouvaient ainsi, après, compléter le document eux-mêmes. Donc, on essaie que ce soit un document le plus collaboratif possible. Après, on organise une séance de mise en commun. On fait le point sur l'histoire, les personnages, mais aussi sur les notions narratives importantes et sur un certain nombre aussi d'éléments stylistiques propres à l'écriture de Hugo dans le roman. Séance à l'issue de laquelle on se demande si ce roman pourrait entrer dans un objet d'étude du collège. Et c'est donc là qu'on va commencer à aborder la réécriture. Donc on reprend ces objets d'étude et puis on réfléchit à celui qui pourrait être pertinent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le choix des étudiants est très variable selon les années. Là, sur les 2 années, l'année dernière, on avait plutôt mis l'accent sur les relations amoureuses. Donc ça aurait plutôt été avec Dire l'amour en 4e. Pour d'autres, c'était plutôt la question des personnages et de ce qu'ils représentaient, donc le monstre aux limites de l'humain en 6e. Donc c'était les 2 objets d'étude qui étaient ressortis. Cette année, absolument pas. C'est plus la dimension axiologique qui a été mise en évidence avec les choix de confrontation de valeurs en 4e et notamment autour de la question de la marginalité, du bannissement des bannis de la société et puis la question du pouvoir. Donc, on a vraiment déjà là une entrée dans des interprétations qui sont tout à fait justifiées. Les étudiants doivent à chaque fois justifier des raisons qui font qu'ils choisissent tel ou tel objet d'étude. On choisit un objet d'étude pour le groupe. C'est ce qu'on a fait cette année. L'année dernière, on avait laissé chaque étudiant finalement choisir sa réécriture en fonction de son objet d'étude. Cette année, on a fait le choix donc de produire un seul texte pour le groupe parce que le constat est clair. On ne peut pas faire lire Notre-Dame de Paris à des élèves de collège tel quel. C'est trop long, trop dense, trop difficile. Donc, il faut procéder à une réécriture du roman, soit en faisant des coupes type les abrégés de certaines éditions, soit en réécrivant pour le rendre plus accessible. Donc, cette réécriture, ce sont les étudiants qui vont la prendre en charge, orientés par l'objet d'étude qui est choisi. Et cette année, du fait du confinement et de l'enseignement à distance que nous vivons depuis fin octobre, en fait, on a travaillé uniquement à distance sur Framapad. On se donnait un rendez-vous hebdomadaire au moment du cours habituel, en fait, où on travaillait ensemble, ils faisaient état de l'avancée de leur travail.
Et puis on travaillait aussi sur des adaptations du roman, notamment beaucoup en bande dessinée parce qu'il y avait vraiment des choses très intéressantes à pointer et on pouvait vraiment poser la question à la fois de l'interprétation de, cette adaptation en bande dessinée qui était finalement une écriture, de lecteur et puis de l'actualisation aussi. On a une BD par exemple où, Quasimodo semble directement inspiré des héros Marvel type Hulk et cetera et donc, c'était très intéressant de voir aussi les différentes représentations en bande dessinée des personnages. Donc voilà, on travaillait les 2 aspects, donc des temps d'écriture qui avaient lieu aussi hors du temps de nos rendez-vous, hein, où il fallait que les étudiants, avancent. Donc je ne vais pas vous parler des productions finales qui seraient intéressantes en soi à analyser, mais j'avais surtout envie d'évoquer la manière dont le travail a permis à ces étudiants de rentrer dans l'œuvre. La première entrée, elle s'est faite évidemment alors par le document qui était rempli par chacun pendant l'arpentage et qui donnait les premières informations. Mais finalement, le projet d'écriture lui-même a donné envie d'aller lire d'autres chapitres. Pas forcément l'œuvre dans son intégralité, mais puisque l'œuvre elle est disponible en version numérique, on peut la trouver très facilement. Beaucoup sont allés voir pour lire d'autres chapitres que les leurs, pour vérifier qu'ils avaient bien tout compris et pour aussi ne pas dénaturer le texte original. Il y en a 2 cette année qui m'ont dit avoir acheté le roman pour pouvoir le lire dans son intégralité. Donc 2 sur 30, c'est pas énorme, mais peut-être qu'ils l'auraient jamais lu sinon. Donc après tout, c'est un début. Ce qui est très intéressant sur Framapad, c'est de pouvoir suivre en fait tous les commentaires qu'ils font quand ils écrivent, quand ils se retrouvent, ce qu'on appelle sur Framapad le clavardage, et donc tout ce qu'ils rédigeaient en fait pendant l'écriture. Et un des premiers aspects, c'était la manière dont les rôles se sont répartis finalement, parce que réécrire, c'est s'autoriser à être auteur aussi. C'est vrai, Stéphanie, pardon, tu parlais tout à l'heure justement de cette difficulté pour certains à écrire. Là aussi, cette difficulté, elle était importante pour certains parce que malgré tout, le roman lui-même, Victor Hugo, ce sont en soi 2 monuments après lesquels il est un peu difficile de passer et de se dire: je vais réécrire cette œuvre-là». Mais voilà, certaines ont vraiment endossé ce rôle d'auteur. Il y en a même une qui s'était rebaptisée Victorine Hugo quand elle s'était connectée. Ceux qui étaient davantage relecteurs, mais en fait, ils avaient l'impression de n'être que des relecteurs pour eux, parce qu'en fait, ils avaient l'impression de ne pas participer directement à l'écriture. Mais finalement, si, dans les commentaires, on voyait bien qu'ils participaient à l'écriture, puisque en relisant, ils commentaient, ils faisaient d'autres propositions aussi pour aménager le texte, pour l'orienter différemment. Donc, à leur manière, ils participaient aussi à la fois aux discussions interprétatives du texte et puis à l'écriture, même s'ils ne faisaient pas l'acte d'écrire. Les discussions portaient essentiellement sur les scènes, les personnages à conserver en fonction de l'objet d'étude, des questions narratologiques aussi, qui va raconter, quelle focalisation on utilise. L'année dernière, par exemple, on avait eu un texte qui partait du point de vue de Frollo, son amour pour Esmeralda. Là, cette année, en fait, les étudiants se sont interrogés sur la place de la cathédrale et ont fait de Notre-Dame la narratrice, en fait. On a voulu que ce soit elle la narratrice qui avait cette vision surplombante, finalement, sur les personnages qu'elle accueillait en son sein, sur le parvis. Et les personnages venaient se réfugier dans Notre-Dame et venaient se confier à elle, en fait. Et c'était elle, donc, qui était dépositaire de cette histoire. Et il réfléchissait beaucoup aussi à la conservation d'éléments plus stylistiques propres à l'écriture d'Hugo. On avait travaillé évidemment sur l'esthétique du contraste, le sublime, le grotesque, etc. Et finalement, la collection de citations qui avait été demandée au départ a permis aussi d'intégrer, de reprendre parfois le texte d'Hugo tel quel, par ces citations, ou de les modifier un tout petit peu, mais d'intégrer ce travail en fait, de l'écriture hugolienne et qu'elle soit présente dans les adaptations. Voilà. Pour conclure, ce travail, il est intéressant dans la mesure où il fait vraiment rentrer les étudiants, là, en l'occurrence, dans l'œuvre et dans l'écriture de l'auteur, même s'ils ne lisent pas tout. Et on voit bien qu'il y a une articulation forte entre la lecture et l'écriture. Les deux se nourrissent par le texte lu, le texte qu'on écrit. Et on est dans une démarche à la fois de créativité, une démarche d'interprétation. Ils négocient, collaborent beaucoup. Et puis, ils sont aussi dans une démarche réflexive sur ce qu'ils sont en train de lire, sur ce qu'ils sont en train d'écrire. Et ils avancent vraiment ensemble. Petite conclusion un petit peu décalée aussi dans le contexte compliqué et confiné qu'on a vécu cette année, puisque nous, à l'université, on est
à distance depuis fin octobre. Ça a aussi été un projet salvateur pour le groupe parce que le groupe était complètement disloqué, chacun était reparti chez soi. Et c'était un moment aussi pour eux pour retravailler ensemble et se retrouver, même si on n'était plus ensemble physiquement, mais au moins il y a eu un temps de travail vraiment collectif qui a pu être maintenu grâce à ça. Donc voilà, je voulais aussi le dire parce que c'est un contexte qu'on vit tous voilà, depuis quelques mois et c'est une possibilité aussi de travailler ensemble. Voilà, je m'arrête ici et puis on va maintenant, vous écouter, procéder à un temps d'échange et de réaction, de questions, pour tous ceux qui le souhaitent. Donc comme vous l'a dit Viviane, vous pouvez demander la parole dans le chat et puis la prendre directement, voilà. Alors, Isabelle, merci pour votre question. Je ne vais pas y répondre tout de suite, mais effectivement. Ah non, c'est pour Stéphanie peut-être. Isabelle, vous posez une Oui, question à oui, Stéphanie. bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Ouais. Bonsoir, alors oui, effectivement, je suis Isabelle et la question s'adressait plus particulièrement à Stéphanie parce que j'enseigne donc le français au collège et oui, je suis prête à étudier un roman de Vargas, L'homme au cercle bleu. Les élèves n'ont pas encore lu le livre, mais j'avais l'idée de leur donner comme un carnet de détective pour qu'ils se mettent vraiment dans la peau d'un détective, du commissaire, et voilà, et que ce soit ludique et que ce soit motivant pour l'intrigue policière, pour qu'ils se mettent à la recherche d'eux et qu'ils récupèrent tous les indices, telle une enquête, quoi, tel un détective. Voilà. Et je demandais si éventuellement il y avait des pistes pour ce type d'activité ou alors si on pouvait avoir un échange en dehors de la session, parce que c'est peut-être quelque chose de très précis qui n'intéresse peut-être pas tout le monde. Voilà. Alors moi, ça me dérange. On peut tout à fait échanger après la session sans aucun problème. Juste, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les temps d'échange avec les autres élèves qui ont construit leur carnet de lecture, là, dans ton projet, ça me semble aussi important, c'est-à-dire tous ces moments où ils vont lire le carnet de l'autre, où ils vont se servir de leur carnet pour mettre en commun ce qu'ils ont pensé et du coup confronter aussi Oui. leur point de vue. Ça me semble vraiment quelque chose qui est vraiment très, très enrichissant Oui. sur la construction, en tout cas, du sens ou des significations. Je ne voudrais pas employer les termes de façon... Voilà, j'ai entendu tout à l'heure Sylviane Haar, mais bon, c'est vrai que il faudrait reprendre les appellations, mais... voilà, peut-être ponctuer ces temps de lecture de moments où on se remet tous ensemble pour voir où on en est dans sa compréhension. Et pour ceux qui se seraient laissés tenter par la lecture complète en avance, ça peut être aussi une façon pour eux d'être obligés d'inhiber les indices qu'ils ont eus après et qu'ils ne voudraient pas dévoiler à leurs camarades. Et c'est pour ça que peut-être je vais donner une contrainte qui est de ne pas dépasser une certaine page pour éviter, pour garder le plaisir au moins de la résolution de l'énigme policière, quoi. Oui, Je pensais ça. Peut-être que certains se laisseront aller quand même emporter. Ça Ah arrive bah oui, oui. dans les carnets de lecture. J'ai oublié de faire les pauses lecture, madame. Je me suis laissée Ouais. emporter. Tant mieux, c'est qu'on... Oui. Voilà. Mais on peut en reparler après. Et de quelle façon on pourrait le faire du coup? Peut-être envoie-moi un message par la messagerie, mais simplement à moi. Comme ça, je te mets mon mail. D'accord. Dans le chat. Dans le chat, voilà, en bas, tu as à tout le monde et tu peux, Ah si oui. tu cliques sur t'as un menu pour cliquer sur mon nom. D'accord, ok. Merci. Alors, Florine,
Oui, alors ça a été un écueil évoqué effectivement par, Stéphanie tout à l'heure, hein, sur le fait que ça peut aussi être un exercice, scolaire et que souvent ça l'est dans un premier temps avec quelque chose, qui ressemble à ce que les élèves peut-être avaient l'habitude de faire. On va résumer l'œuvre et on n'a pas immédiatement quelque chose de, personnel et de plus créatif. Alors comment rendre cet exercice moins scolaire? J'ai testé cette année les cercles de lecture en complément des carnets de lecteurs et j'ai trouvé que c'était merveilleux. C'est-à-dire que ça donne à entendre, et pour les bons élèves et pour les moins bons, ça donne à entendre les différents avis sur Pauline de Dumas. Ça a été en 1 heure, on a débroussaillé, enfin on a entré vraiment dans le vif du texte, dans le vivant du texte, d'une façon, je pense à laquelle j'étais jamais parvenue avant. Et un bon élève m'a dit, Madame, en fait, du coup, je ne comprenais pas ce que vous disiez quand vous demandiez de donner mon avis sur l'œuvre. Et là, maintenant, je vois, parce que ce qu'on vient de faire à l'oral, c'est ce que, voilà, maintenant j'ai compris. Et les petits lecteurs, ça peut leur donner aussi ces pistes-là et ces billes-là. Et puis, ben, s'ils arrivent moins loin que d'autres très bons lecteurs, c'est pas grave. Je pense que le principal, c'est vraiment d'essayer de les faire avancer et, et de leur montrer que leur pensée s'est enrichie entre le début de l'année, 3 mois après, et puis la fin de l'année. Et puis peut-être qu'il y a des élèves, ça se verra ben, l'année d'après ou 2 ans après, et, et on ne saura pas que ce qu'on a lancé, ce qu'on a semé, ça a porté ses fruits. Pierre demande si tu peux expliquer les modalités de cercle de lecture. Alors, bon, comme c'était un peu, je commençais simplement, là, donc, je l'ai fait en demi-groupe parce qu'on était en demi-jauge, donc j'en ai profité. On revenait en fait sur leur lecture, donc ils avaient leur carnet. Donc, par exemple, si je reprends pour Alexandre Dumas, ils avaient leurs 3 pauses à faire et ils avaient à réfléchir, à faire le portrait des personnages. Et donc, on est entré par, en fait, le professeur, il devient chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on va tirer les ficelles, rebondir sur ce que disent les élèves. Et là, la discussion s'est dirigée vers quel était le personnage qu'ils avaient préféré. C'est la question que je leur ai posée pendant le cercle de lecture. Et ça a lancé des débats parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord. Forcément, ils n'avaient pas la même sensibilité. Et chacun a pu expliquer son avis, a complété en disant « Ah oui, mais j'avais oublié qu'à ce moment-là, ils n'ont pas retenu les mêmes choses finalement du livre ». Et ça a permis de revenir aussi sur la façon dont ils avaient lu. J'avais choisi une édition où il y avait un résumé à la fin, qui était bien fait, c'est pour ça que j'avais choisi cette édition-là. Et le premier chapitre de Pauline est assez ardu quand même. Quand j'avais lu, je m'étais dit, il va falloir que les élèves passent par-dessus ce chapitre. Et donc le cercle de lecture a été un moment où on a pu expliquer comment on avait vécu cette lecture, ceux qui l'avaient lu, ceux qui ne l'avaient pas lu, ceux qui avaient été lire le résumé du chapitre 1. Voilà, donc on est chef d'orchestre et il faut avoir quand même en tête ce vers quoi on veut, ce qu'on veut approfondir avec les élèves. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la question. Alors, on a aussi donc le témoignage de, j'ai pas les prénoms, donc de quelqu'un qui a expérimenté donc le journal de personnages. Je ne sais pas, c'est monsieur, madame Lenné. Non? Et pour revenir aussi à l'écriture que tu proposais, Isabelle, sur Dumas, ils ont dû réécrire, il manquait un point de vue. C'est la même histoire racontée donc par trois personnages et il manquait un point de vue et ils ont dû écrire le texte par rapport au point de vue du comte Horace. Et ça a posé des questions là aussi vraiment intéressantes de narration, de romantisme aussi. Et on a dû revenir à ce qu'était un héros aussi romantique. Et ils ont pris le style de Dumas. Et ça, je trouve ça toujours assez magique quand on leur demande d'écrire, de remplir un blanc d'un texte, à quel point ils deviennent
il s'empare du style de l'auteur, que ce soit des STMG qui reprennent Laclos ou qui se mettent à la place de la princesse de Clèves, et ils écrivent comme la princesse de Clèves, comme Madame de Lafayette, et je trouve que c'est très intéressant. Alors, Marie-Pierre, je ne sais pas, Marie-Pierre, justement, est-ce que tu veux intervenir sur le journal de personnages? Je veux bien. Je ne suis pas sûre d'avoir suffisamment de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend. D'accord. Donc, en fait, moi, j'ai expérimenté ça l'an dernier dans le cadre de la liaison CM2 6e, enfin école-collège, avec 2 collègues d'école élémentaire, donc sur le journal de personnages, et on avait décidé de travailler toutes les 3 sur la barbe bleue. Et alors, on avait coupé le texte et on s'arrêtait dans la lecture, et à chaque arrêt, on proposait aux élèves de se mettre la plupart du temps dans la peau de la jeune fille qui se marie avec la barbe bleue. Et au moment où on est arrivé à la morale de l'histoire, j'avais demandé aux élèves d'écrire la morale. Et donc, pour beaucoup, ils ont écrit qu'au départ, en fait, avant des échanges, que pour eux, la morale, c'était qu'il ne fallait pas être curieux. Et en fait, quand même, au bout d'un certain temps, après avoir écrit, ils se sont quand même dit que, heureusement, que la jeune fille était curieuse, parce que c'est quand même ça qui la sauve et qui lui permet de savoir qu'elle vivait avec un monstre et de punir le monstre. Et en fait, cette appropriation du texte, y compris d'ailleurs par des élèves qui connaissaient déjà le conte, ça leur permet vraiment de se transposer dans l'histoire. C'est-à-dire que j'avais un élève qui était non lecteur et non scripteur, hein, pour lequel j'écrivais à sa place. Et en fait, au moment où on s'est arrêté au début de l'histoire de la barbe bleue, et au moment où le mariage était annoncé, alors il a commencé à me faire le récit du mariage, de la journée, la robe, alors que c'était un élève que je n'arrivais pas du tout à faire lire, quoi, qui était incapable de lire tout seul. Et finalement, il sait, malgré tout, me semble-t-il, il est quand même rentré dans l'œuvre. Et donc, je me dis, c'est quand même aussi une petite victoire, ça, de réussir par le biais de l'écriture. Alors là, c'est l'écriture fictionnelle, hein, proposée par Véronique Larrivée. Par ce biais-là, de faire entrer des élèves qui sont incapables de lire en 6e dans des textes qui ne sont pas simples pour eux. Voilà. Donc voilà, un petit témoignage. Justement, le journal de personnages, mais comme aussi ce qu'Isabelle évoque là sur la mise en scène, ça fait rentrer vraiment l'élève dans l'intériorité du personnage, dans ce que c'est qu'un personnage. Et Véronique Larrivée, elle parle de l'empathie fictionnelle, et c'est vraiment très important. En fait, on est le personnage. Dans la mise en scène, oui, de la scène d'hypnose du Horla, moi je l'avais fait sur le cœur révélateur, la fin du cœur révélateur aussi d'Edgar Poe. Et effectivement, d'abord, pour pouvoir jouer, il faut avoir le texte bien, se l'être bien approprié, avoir compris, et du coup proposer vraiment une interprétation du personnage, quoi, véritablement, et se l'être véritablement approprié. Sylviane a levé la main. Sylviane, oui. Oui, merci beaucoup à toutes les deux de vos interventions respectives. Je voulais simplement réagir, et de manière positive et très optimiste, à vous écouter. Le carnet tel que vous l'expérimentez, Isabelle, montre bien que c'est un espace de liberté et en même temps un espace d'apprentissage. De liberté parce que vous avez bien dit que les élèves avaient la liberté d'écrire ce qu'ils souhaitaient, la liberté de penser comme ils le souhaitaient, d'apprendre à penser par soi-même. Et il me semble qu'il y aurait un gros travail à mener justement sur les compétences nécessaires à construire donc chez les élèves pour pouvoir penser par eux-mêmes, pour pouvoir écrire leur lecture par eux-mêmes. Et il me semble que le carnet peut être précisément un espace d'apprentissage pour ces deux voies-là. De même que l'adaptation dont tu as parlé, recourir à l'adaptation dont tu as parlé, Isabelle, c'est aussi quelque chose de très, très précieux, dans la mesure où quand on regarde ce qui se passe dans les classes, on s'aperçoit que l'écriture est très très peu sollicitée de la part des élèves. Il y a d'un côté le texte qu'on lit et de l'autre côté le texte que l'on écrit. Et plus on essaiera d'articuler
les textes, l'écriture et la lecture, plus les élèves auront envie de lire et auront envie d'écrire, et les apprentissages, à mon avis, seront construits conjointement. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce que révèlent vos deux interventions, du moins la présentation de vos deux démarches, c'est le fait que dans tous les cas, vous faites confiance aux élèves, vous faites confiance aux étudiants, et je pense qu'on aurait grand intérêt, effectivement, dans les pratiques quotidiennes, d'accorder une plus grande place aux élèves, à leur accorder une certaine confiance, à croire en leurs compétences et à exploiter ces compétences, à asseoir son enseignement sur ces compétences et à les inviter à les mobiliser et à les approfondir, ces compétences. Et un dernier point, c'est le carnet. Vous avez bien montré que le carnet, dans cette intervention-là, mais également dans les interventions qui ont suivi, que le carnet doit être avant tout un objet de liberté, un objet libre, et pas quelque chose de figé à jamais, comme on peut craindre de le voir devenir, puisque maintenant il apparaît effectivement dans les instructions officielles. Non, c'est précisément un objet que l'élève doit s'approprier, qui doit lui permettre d'apprendre à parler de ses lectures, à s'approprier ses lectures. Et j'insisterai peut-être aussi sur le fait que les programmes disent bien s'approprier leur lecture. C'est pas s'approprier le texte, c'est s'approprier leur lecture. Il doit bien avoir, il ne doit pas y avoir de confusion à ce niveau-là. Et il me semble que le carnet, à condition qu'effectivement ce ne soit pas transformé en un objet scolaire figé, réglementé, doit être le lieu, l'espace qui permettent à chacun de se construire son identité de lecteur. J'avais juste une question peut-être à poser, c'est comment vous vous appuyez, c'est Stéphanie, comment vous appuyez Stéphanie sur les carnets que vous vous autorisez à lire, et je crois qu'il faut fondamentalement s'autoriser à les lire et que tous les élèves les lisent également. Comment vous appuyez sur ces carnets pour préparer vos cours? Vous l'avez plus ou moins laissé entendre tout à l'heure, mais j'aimerais bien, de manière un peu plus précise, que l'on revienne, parce que c'est toujours ce problème d'articulation qui est majeur. Donc comment vous appuyez sur les lectures que vous faites des carnets d'élèves pour ensuite finalement vous dire, bah tiens, dans la séance suivante, c'est plutôt cela que l'on va travailler, parce que ceci ou cela. Alors, c'est vrai que ça pose aussi la question de à quel moment on lit les carnets des élèves et le temps que ça prend aussi, même si c'est des moments, quand ils sortent du résumé, c'est des moments assez magiques d'avoir accès comme ça à leur lecture. Soit c'est pour travailler vraiment la dimension argumentative, et là, qui leur sert en français, mais aussi dans les autres disciplines où ils vont devoir justifier leur avis avec des paroles qui ne sont pas creuses. Et c'est vrai qu'en seconde, c'est vraiment là-dessus que je travaille, et quand je trouve que que leurs remarques sont justes, mais passe-partout. En fait, on pourrait, là, en relisant, en cherchant un petit peu des carnets, je me suis rendu compte à quel point certaines pages pourraient s'appliquer à n'importe quel livre parce qu'il n'y a pas d'argumentation en réalité. Donc, travailler là-dessus, ça me semble, c'est une façon d'articuler leur carnet et mon travail. Et c'est aussi, je me laisse la possibilité de changer de direction. Là, sur le travail des personnages dans Alexandre Dumas, l'heure du cercle de lecture était tellement intéressante que c'est vrai que j'ai changé les textes que je voulais étudier avec eux, et on est plutôt parti sur le personnage d'Horace qui les avait intéressés, et au lieu de faire la description du romantisme gothique, on a fait la description du héros romantique, et on a travaillé finalement les mêmes clés d'analyse. Oui, je réagis là encore. Je pense que vous avez utilisé un mot qui me semble essentiel, c'est s'autoriser à. Il faut que les enseignants s'autorisent à, et que les élèves soient également autorisés à. Et je pense que c'est ainsi effectivement que les uns et les autres pourront progresser.
Et il y a une autre façon aussi, c'est de reprendre de s'en servir comme un vivier et d'aller repiocher quand on revient sur la dissertation, quand on revient sur les essais. Là, avec les élèves de STMG, on va revenir forcément. On va se dire que bon, s'ils ont un écrit, il va bien falloir revenir sur les essais, et ils doivent s'appuyer sur les textes lus en classe. Donc là, que ce soit les textes de lecture dans le cahier ou que ce soit leur carnet de lecture, ils vont relire, ils vont être lecteurs de leur lecture en réalité, et les partager entre eux pour faire un vivier commun d'arguments et d'exemples. Merci Stéphanie. Mathieu, est-ce que tu veux nous Isabelle parler? a levé la main. Pardon? Isabelle a levé la main. Ah, Isabelle. Isabelle et après Mathieu alors. Oui, oui, merci de me redonner la parole. Non, je voulais juste témoigner d'une pratique que j'ai lancée en 6e et que j'essaie de renouveler chaque année, qui est le dossier Mes découvertes artistiques et culturelles, qui s'intègre dans le parcours EAC. Et mon ambition, c'est que ce dossier, il le mène jusqu'en 3e. Autrement dit, ce dossier recueille toutes les découvertes qu'ils font par eux-mêmes et par plaisir, c'est là-dessus que j'insiste, dans des domaines artistiques et culturels très variés. Hein. C'est la lecture, c'est les films, c'est des chansons, c'est des artistes, voilà, c'est très varié. Le jeu vidéo aussi, ils peuvent m'en parler. Et j'ai pour ambition qu'en fin de 3e, ils puissent proposer ce dossier à l'oral du DNB. Et je les incite à relire ce dossier, à le reprendre comme un témoin des 4 années collège qu'ils ont vécues, et de voir aussi comment ils se sont construits à travers, que ce dossier est témoin de leur construction. D'autant plus qu'en 3e, il y a le récit de vie, il y a le récit autobiographique, et que quelque part, ce dossier a une valeur autobiographique, et qu'à travers ce qu'ils ont parcouru artistiquement et culturellement, à travers ce qu'ils ont pratiqué, quelque part, ça parle d'eux. Voilà. Et du coup, je suis des élèves en 3e qui proposent des sujets aussi variés que Frida Kahlo, que l'album La différence invisible sur l'autisme, qu'une artiste qui est dans la famille d'une jeune collégienne. Et je trouve que j'ai face à moi des élèves qui font les choses surtout par plaisir, et qui font du coup des liens et qui articulent des supports artistiques et culturels entre eux. Et je trouve ça intéressant. Voilà. Merci Isabelle. Mathieu, Mathieu, est-ce que tu veux nous présenter ton travail? Je sais pas si j'ai vraiment le temps, j'ai pas envie de. Je veux bien essayer. J'avais des terminales littéraires à l'époque où ça existait encore. Et au programme, il y avait Madame Bovary. Et Madame Bovary, je me disais, c'est pas un roman facile, quoi, à cet âge-là. C'est pas simple d'y rentrer, tout ça. Alors j'ai essayé d'inventer des techniques. Et on avait fait une cartographie, en fait, du roman. Je sais pas s'il y a moyen, je vais essayer de vous montrer, mais. Non, ça marche pas, là. Si, ça marche. Si, vous voyez quelque chose? Attends, je vais enlever ça. Alors, le résultat, ça avait été ça avait été une espèce un diapo, quoi. Et on avait pris un fond de carte géoportail. Et comme en plus, c'est un pays que je connais bien, puisque c'est le pays de mon père, on avait pu en parler longuement. Et voilà, alors il y a Taute ici, ça existe. Hein. Et donc, on mettait les citations du roman en dessous. Ensuite, vous voyez, on avait calculé, alors il y a parfois Flaubert met des précisions sur les distances. Alors on avait calculé où pouvait se trouver à peu près Yonville-l'Abbaye. Et on avait trouvé que ça pouvait être par là, en fonction de la correspondance avec les lieux, sur la route d'Abbeville et de Beauvais, enfin tout ça. Et puis on avait continué, on avait les Berthaud, on avait réussi à situer à peu près les Berthaud. Le château de la Vaubyessard, tout ça. Enfin voilà, je ne vous montre pas tout. Et on avait fini par théoriser un peu, notamment on avait théorisé les espaces et les lieux à partir de là, pour le coup, de trucs de géographie. Parce qu'à l'époque, je suivais un séminaire sur la géographie littéraire à Paris. Et donc les espaces, c'est les endroits qui sont vécus par les personnages. Donc en fait, par Emma, quoi, qui c'est des endroits où elle est vraiment, où il lui arrive des choses.
Et les lieux, on pouvait parler de la référence aussi, parce qu'il y avait la question du réalisme, de comment on construisait une référence et une fiction, tout ça. Et donc les lieux, c'est des noms de villes connues, des toponymes, Yvetot, Dieppe, Rouen, et ce qu'on avait découvert, c'est que plus on s'éloignait de l'espace vécu, plus la référence était réelle. C'est-à-dire que Yonville-l'Abbaye est une invention, c'est totalement fictif. Et en fait, progressivement, plus on allait vers le réel, plus on était loin d'Emma Bovary. Et en fait, paradoxalement, ce qui était réel pour nous, lecteurs, relevait du rêve pour elle, avec le réel absolu qui était le rêve parisien, quoi, qu'elle osait à peine faire. Et donc, on avait dessiné comme ça une géographie de Madame Bovary. Donc, on avait théorisé sur l'idée des cercles de fiction. Ça, c'est à peu près le cercle de vie d'Emma Bovary. Ça, c'est le cercle, disons, identifiable, réel. Et au-delà, c'est complètement rêvé, c'est complètement fantasmé. Elle ne connaît pas. Alors, on était revenu sur l'idée grecque d'oïkoumène, le monde commun, et puis le monde barbare autour, etc., avec toutes les rêveries d'Emma qui se passaient très loin, quoi. Et très loin, ça commençait à Amiens. Et ça pouvait se terminer dans les îles exotiques. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus vraiment de distance, de choses comme ça, et on avait réussi à en tirer un certain nombre de notions sur à la fois la géographie, l'espace, la représentation, les références, tout ça. Et ils étaient rentrés dans le roman comme ça. C'est-à-dire à partir de ce travail-là, ils étaient rentrés dans le roman, en fait. Et je vais départager l'écran, si c'est ça. Ouais. Voilà, mais c'était tout. J'avais pensé à ça en écoutant les remarques de Stéphanie, en fait, et des autres. Parce que je me disais, le carnet de lecture, c'est vachement bien, mais ça serait marrant de multiplier les supports et de multiplier les approches, y compris, alors je ne sais pas s'il faut dire inter ou transdisciplinaire, mais par exemple, en ce moment, avec un collègue de SES, on prépare une lecture sociologique de La Princesse de Clèves. Donc, on va leur faire je sais pas, par exemple, avec les plans de secours du lycée, là. Les plans pour les pompiers qui sont affichés partout. On va leur faire refaire la carte de Tendre, mais au lycée. Donc, ils auront des itinéraires, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et moi, ça me plaît beaucoup, toutes ces idées-là, avec quelque chose quand même qui me frappe depuis le début dans toutes les interventions. C'est un lien entre le fait de s'autoriser, alors là je me suis fait doubler par Sylvia Nard, mais s'autoriser, que les élèves s'autorisent, non pas qu'ils soient autorisés, mais qu'ils s'autorisent eux-mêmes. Et que je me dis, c'est dingue, comme à chaque fois, ce qui est constant, c'est qu'il faut du temps. Il faut beaucoup de temps pour qu'ils s'autorisent, pour des tas de raisons que je suppose on a tous plus ou moins en tête. Et je me dis qu'il y a quand même, voilà, on ne change pas un biliaire qui est là, mais je me dis que là, il y a quand même une vraie contradiction dans les programmes sur cette histoire d'appropriation et de machin, et le psittacisme et la surabondance des choses à apprendre et les 8 œuvres à lire. Où est-ce qu'on le trouve, ce temps, quoi ? Alors que ça serait tellement chouette de l'avoir et de pouvoir peu à peu, effectivement, construire des élèves qui commencent non pas à penser, parce que je crois qu'ils pensent, mais vraiment à dire qu'ils pensent et à le revendiquer comme quelque chose de légitime et d'autorisé. Et pour moi, c'est une question grave et profonde. Donc, je vais arrêter de vous prendre la tête avec. Voilà. Désolé pour cette improvisation. Non, c'est bien. Non, pas être désolé. Peut-être conclure sur... Attends, on m'entend encore là ? Oui. Catastrophe. On va peut-être conclure, Isabelle ? Oui, mais je crois que beaucoup de choses ont été dites. On espère en tout cas que ça vous a ouvert des perspectives ou que ça vous a conforté dans des choses que vous faites et vous aviez besoin d'entendre aussi avec d'autres voix, parce qu'on sait que ce n'est pas forcément simple en ce moment de pouvoir partager ce qu'on fait avec des collègues. Là, on n'a pas beaucoup d'espace, parce qu'on parlait des espaces, on n'a pas beaucoup d'espace en ce moment pour pouvoir le faire. Donc, on espère en tout cas que voilà, ça vous a intéressé et que vous aurez envie de revenir assister à d'autres mercredis de la FEF. Voilà.
Oui, et le prochain aura lieu en mai autour de l'écriture, plutôt en primaire, mais l'écriture est aussi transposable à tous les niveaux. Voilà. Vous serez informé par la lettre de la FEF et sur le site de la FEF si vous le souhaitez. Merci à toutes, à tous. N'oubliez pas de lire notre tribune du café pédagogique de lundi et n'oubliez pas de signer la pétition. Les signatures avancent bien. Nous avons besoin qu'elles avancent. Voilà. Merci. À bientôt.